Maintenant, j'aimerais pour les dernières 5 minutes faire un résumé de ce que nous avons vu, les points importants. Et j'aimerais commencer avec la question, qu'est-ce qu'il faut pour la bonne modélisation? Le plus important, vous êtes confronté à une situation, c'est d'établir le modèle. Ça, c'est la première étape à faire. Et la chose qui est la plus importante, c'est de comprendre l'énoncé et faire une bonne esquisse de la situation. Deuxième élément, établir les contraintes du problème. Quelles sont les contraintes qu'on connaît, y compris les connues? Ça, on peut aussi comprendre comme contraintes. Et à ce point, on peut se demander, est-ce qu'on connaît déjà une situation qui est similaire? Ou bien, est-ce qu'on peut transformer ce problème dans une situation qu'on connaît déjà la solution? Nous avons vu ça aujourd'hui avec le mouvement circulaire uniformément accéléré, que là, la solution mathématique, elle était déjà donnée par une transformation des variables, une substitution des variables. Alors, si vous avez une situation, vous pouvez la reprendre et transformer dans une situation dont vous connaissez la solution, tant mieux, c'est plus facile. Peut-on négliger des effets? Est-ce qu'il y a des effets dans la solution qu'on peut négliger dans le problème? Et après, on fait un inventaire des connus et des inconnus. La deuxième étape, c'est la résolution du problème. Une question qu'on doit se poser, quel est le choix du référentiel du repère? Nous avons vu plusieurs possibilités. Utilisez jusqu'au bout le calcul algébrique, c'est important. Parce que, et là, pensez aussi quel nom vous donnez aux variables, quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Vous avez vu souvent que j'utilise dans le cours la lettre capitale, grand T, grand R, pour décrire une constante du problème. Le petit t, petit r, typiquement pour les variables. Après chaque étape de calcul, ça vaut la peine de faire un contrôle des unités. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas fait une faute de frappe. Troisième étape, vérification. Est-ce que le problème est raisonnable? La solution est raisonnable? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Typiquement, ce qu'on fait, c'est on fait une analyse du comportement de la solution ou même du résultat intermédiaire à l'extrême. La question qu'on se pose ici, j'ai fait tout mon calcul après. Tout le calcul, j'arrive à une expression, à une solution, mais je ne suis pas sûr si elle tient. Alors, je regarde, je simplifie la solution dans un cas que je connais, qui est plus simple, et dans cette situation, la solution compliquée que j'ai obtenue doit toujours me donner le résultat plus simple, ou bien dans les cas extrêmes. Qu'est-ce qui se passe avec le singe si la vitesse avec laquelle je tire la banane est égale à la vitesse de la lumière? Où se trouve la banane et le singe? OK? C'est bête, mais ça aide, parce que là, on sait ce qui va se passer sans faire des maths. OK. Qu'est-ce qui décrit un mouvement d'un objet? On m'a toujours demandé de faire un résumé des cours sans donner des formules, alors le voilà. Le mouvement d'un objet est décrit par sa position, la vitesse instantanée et l'accélération instantanée. Ces trois grandeurs, ces variables, sont liées par intégration et différenciation. Quelques propriétés, la vitesse instantanée est toujours tangentielle à la trajectoire. La composante de l'accélération qui est perpendiculaire à la vitesse ne peut pas changer la norme de la vitesse. Et tout mouvement circulaire doit satisfaire la condition centripète à tout le temps. Toujours, toujours, toujours. Pas de négociation. OK? C'est presque comme le secret bancaire de la Suisse. Et c'est plus fort que ça. Ça, vous ne pouvez pas négocier.
Un mouvement circulaire peut être décrit d'une façon complètement homologue au mouvement linéaire, par son angle, qui reprend le rôle de position, la vitesse angulaire instantanée, qui reprend le rôle de vitesse instantanée, de la vitesse instantanée, et l'accélération angulaire instantanée. Et bien sûr, ces variables sont aussi liées par intégration et différenciation. Un vecteur qui tourne satisfait l'équation de précession et seule l'accélération tangentielle à la trajectoire peut changer la vitesse angulaire. Le référentiel sert uniquement à la description mathématique du problème. Ça, c'est le but d'un référentiel, d'un repère. Et un bon choix du référentiel repère simplifie les calculs énormément. Nous avons vu la définition du référentiel d'inertie ou galiléen. C'est un référentiel à vitesse constante. Et comme nous avons vu aujourd'hui, si on a un référentiel accéléré, on doit ajouter l'opposé de l'accélération de ce référentiel. OK, dernière. Maintenant, tout ça, ce que je viens de dire, en termes mathématiques, nous avons les équations linéaires de base, l'accélération deuxième dérivée de la position, comment déterminer la vitesse de l'accélération et la position de la vitesse, 2 fois intégré. Ce sont les définitions des cinématiques des rotations. Nous avons accélération angulaire, vitesse angulaire, et vous voyez les grandeurs sont jumelées. Alors, ça veut dire, ce qui est en bleu, ça prend la même définition du point de vue opération mathématique. Vous voyez, c'est tout à fait équivalent. Aussi, ce qui est rouge, ça c'est l'accélération linéaire ou angulaire, ou bien la position linéaire ou angulaire. Et si vous regardez la structure de ces équations, ils sont tout à fait les mêmes choses, il y a juste les symboles qui ont changé. Nous avons vu l'expression de l'accélération, l'équation de précession, la condition centripète qui doit être satisfaite à tout le temps et la liaison entre l'accélération et l'accélération angulaire. Vous prenez ces équations avec les règles d'intégration, différenciation et un bon choix de référentiel. Vous arrivez, et ça sont les définitions des référentiels qu'on a utilisés. Avec ça, bon appétit et à demain.